expliquez dans votre livre que n'importe qui peut devenir flic. Donc on a l'impression que le parcours est assez simple. En fait, quand vous décidez de devenir policier, vous avez 2 concours possibles. Vous pouvez devenir gardien de la paix, donc c'est-à-dire à terme fonctionnaire. Et là, vous avez une formation en école qui est de 8 mois. Ou alors vous avez l'autre chemin qui est celui de policier contractuel. Policier contractuel, c'est comme dans l'éducation nationale, vous avez des contractuels, enfin ce qu'on appelle des vacataires dans l'éducation nationale, mais c'est des gens qui ne sont pas titulaires, qui font le même boulot, ou plus ou moins le même boulot, mais qui ne sont pas titulaires de la fonction publique. Moi j'ai décidé de passer le concours de policier contractuel, donc adjoint de sécurité, simplement parce qu'il n'y avait que 3 mois d'école, et moi ça ne m'intéressait pas de rester indéfiniment à l'école, je voulais aller vite dans un commissariat, et ensuite les données pour pouvoir démissionner sont plus simples. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de devenir policier contractuel. Voilà. Quelle idée vous faisiez du métier de policier avant de l'infiltrer et est-ce que finalement ça correspondait avec la réalité que vous avez vécue ? Quelle idée je m'en faisais? Pas grand-chose puisque je ne connais pas de policier moi. Avant de faire cette infiltration-là, je ne connais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont de dur, je sais pas... J'ai une image, comme beaucoup de gens, je pense, qui est assez déformée par des films, notamment d'Olivier Marchal, où on va mettre en avant des super flics, des gens qui sont en police judiciaire, des choses comme ça. C'est pas du tout cette réalité-là que j'ai rencontrée moi sur le terrain. C'est-à-dire que quand vous vous levez à 4h30 du matin et que vous gardez la porte du commissariat à 6h jusqu'à 14h, vous n'êtes pas un super flic, hein, vous êtes un tout petit flic. Donc en fait ça vient... votre journée, vous êtes entre l'ennui, la routine, et puis vous cherchez un peu parfois de quoi vous occuper, parce que cette donnée-là, l'ennui, c'est assez fondamental quand vous gardez une porte de commissariat, pour rester sur cet exemple-là. Donc en fait, j'ai été confronté à... Moi, j'ai été élevé un peu, pour être tout à fait honnête, j'ai été élevé dans une famille qui ne connaît pas les flics, mais qui ne les aime pas non plus. Voilà. Parce que c'est une vision, vous savez, de la campagne, un peu. De la campagne rennaise, c'est... mes parents sont blancs, mais les flics sont jamais au bon endroit au bon moment, ils contrôlent pas les bonnes personnes, etc. Vous avez un truc comme ça, et ils nous emmerdent, en gros. Quand vous faites contrôler, il y a un truc, il y a cette donnée-là. Mais on les connaît pas. Et ça s'arrête juste là. Et sans faire une infiltration dans la police, j'aurais pu m'en tenir à ça. Mais là, en tant que journaliste, je vais pas m'en tenir à un avis de bistrot ou à un ressenti quelconque. Donc du coup, l'idée d'aller dans la police permet de chambouler tous les a priori qu'on peut avoir, parce que j'estime moi qu'on a tous des a priori bons ou mauvais sur la police. Mais aller se rendre compte par soi-même ce que c'est que le métier de policier, ça permet justement de raconter de manière très frontale, très réelle, ce qui se passe, ce que c'est que ce métier-là. Donc tous mes a priori, etc. ont été complètement balayés en faisant cette infiltration-là. Et remplacés par d'autres sûrement aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je croise des policiers qui sont devant un commissariat, qui sont en patrouille, etc., j'ai énormément d'empathie pour ce qu'ils font. Parce que je sais la difficulté de ce métier-là. Je sais que c'est un boulot qui est extrêmement difficile, avec des conditions de travail qui sont dégradées, terribles. Il y a, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais il y a un reportage là, qui sort dans Paris Match sur un grand reporter de Paris Match qui a suivi un policier qui a tenté de se suicider, qui finalement s'est pas suicidé. Et il raconte les conditions de travail difficiles. Et c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement pertinent de faire ça. Dans le métier de journaliste, il existe une charte d'éthique professionnelle qui proscrit tout moyen déloyal pour se procurer des informations. Et beaucoup ont critiqué justement vos méthodes dans cette infiltration. Vous leur répondez quoi à ces gens-là ? Que le code de déontologie des journalistes, sur notamment le recueil d'informations, estime, et c'est écrit noir sur blanc, que vous avez le droit de faire ce genre de choses quand le recueil d'informations n'est pas possible. Donc je suis dans les clous. D'ailleurs, j'ai jamais été poursuivi ni par les uns ni par les autres, depuis que le livre est sorti. C'est bien le signe que je suis dans les clous. Dans votre livre, il y a certains passages qui sont très durs, dans lesquels vous racontez que vous voyez un adolescent se faire frapper, que vous êtes en présence de personnes qui sont violentes à l'égard des citoyens. Il y a la plainte d'une femme pour violence conjugale qui n'est pas prise en compte. Et j'ai l'impression dans votre livre qu'à aucun moment vous faites une interprétation personnelle, que vous laissez vraiment vos émotions parler, alors que vous avez dû sûrement ressentir beaucoup de choses pendant ces moments-là. Oui. C'est un choix personnel de votre part ? Bon, déjà, moi, je considère que mon avis, on s'en fout. Je suis là pour du factuel. Je raconte, point, ce que j'ai vu. C'est-à-dire que quand j'écris, il y a deux credos. C'est je donne pas mon avis et je dis pas au lecteur ce qu'il doit penser. Simplement, par des faits, le lecteur se fera son avis. Le lecteur est intelligent, il se fera son avis. Donc voilà pourquoi je reste sans doute
pas mal à distance, ou pourquoi je donne peut-être pas suffisamment mon avis, j'en sais rien, après ça reste des opinions personnelles. Mais j'estime simplement qu'avec ce que je raconte, on a des éléments pour ensuite, en tant que lecteur, se faire son avis. Ensuite, sur le côté... moi, je suis quelqu'un d'assez pudique, donc je me livre pas tant que ça. Et les moments où je me suis livré un peu, c'est l'éditeur qui m'a demandé, qui m'a dit, mais en fait, t'es le personnage principal de ton livre, puisque tu fais une infiltration. Donc tu dois en mettre un peu. Et ils auraient bien aimé que j'en mette plus, mais j'étais pas en capacité de le faire. Avant l'infiltration ou même pendant, est-ce que vous avez eu des moments de doute où vous avez eu envie de tout arrêter ? Oui, ça c'est le premier jour où j'arrive dans la... En fait, donc, je fais 3 mois d'école de police. Ensuite, ma première affectation, c'est dans une structure psychiatrique qui se trouve à côté de Sainte-Anne, dans le 14e arrondissement de Paris. Et le jour où j'apprends mon affectation, donc je suis déjà dans cette structure psychiatrique-là, je me pose vraiment la question de savoir si je continue ou pas. On me dit que je vais rester 1 an. Je me dis, ouais, moi je voulais faire un commissariat, je voulais devenir policier dans un commissariat, je voulais pas faire autre chose. Donc je me dis que là, l'infiltration va être beaucoup plus longue que prévu. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je pars ? Est-ce que je reste ? Et après, il y a la question du pourquoi je reste et du pourquoi je pars pas. Mais c'est ce jour-là, oui, j'ai vraiment hésité. Ouais. Psychologiquement, vous en êtes ressorti comment de l'expérience ? Je vais très bien, je vous remercie. J'en suis sorti comment ? Écoutez, avec des moments où je me dis j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu raconter autre chose aussi. Dans le livre, il y a des éléments, par exemple, il n'y a peut-être pas assez d'éléments qui sont positifs. Il y a eu des moments qui étaient relativement positifs. Les matchs de foot et compagnie avec des policiers, c'était pas des moments où j'étais en sous tension permanente. Donc en fait, c'est plus sur le rendu final où je me dis il y avait peut-être un peu mieux à faire. Il n'y a peut-être pas assez d'éléments sur les policières. Il n'y a peut-être pas assez d'éléments sur l'histoire de la police. Ça, c'est des trucs... Bon, un livre est jamais parfait, mais c'est des trucs qui manquent un peu. Mais pour le reste, psychologiquement, quand vous êtes policier, vous êtes sous pression. Vous vivez dans l'anxiogène permanent. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, même si c'est de l'ennui, ça reste quand même des trucs qui sont négatifs. Donc il faut quelques semaines, en tout cas c'est le temps qu'il m'a fallu à moi pour arriver à passer à autre chose. Vous voyez, on n'en sort pas totalement indemne en fait de ça. Et vous prenez le métro, vous avez la tentation de faire un tour à 360 degrés autour de vous pour voir si tout va bien, etc. Et ben en fait, même après, quand j'étais plus policier, je le faisais encore. Donc en fait, c'est des éléments qu'il faut arriver à enlever, à gommer, petit à petit. Voilà, donc ça, c'est des petites choses où psychologiquement, je dirais, ça laisse un peu de traces. Mais là, ça fait 2 ans et demi que je suis plus policier, ça va. Enfin, vous voyez, je suis carrément passé à autre chose, heureusement. Mis à part tous les aspects négatifs du monde de la police que vous décrivez dans votre livre, avec le taux de suicide très élevé, les bavures policières, les mauvaises conditions de travail, est-ce que vous en avez tiré quand même quelque chose de positif là-dedans ? Pas grand-chose, vous savez, parce que c'est de toutes les infiltrations que j'ai faites, c'était la plus difficile. Plus difficile parce qu'elle dure 2 ans, mais aussi parce que le job est extrêmement difficile. Et j'ai le sentiment que tout le monde s'en fout, presque. C'est-à-dire que vous avez, comme je disais tout à l'heure, le côté clivant du sujet, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la situation ? Pas grand-chose. Donc c'est ça qui aujourd'hui, moi, me pose problème. Et est-ce que vous avez l'impression que votre livre a eu un impact ? Est-ce que vous avez des retours qui ont un peu marqué une sorte de changement, peut-être dans la mentalité des gens ? Je suis pas là pour ça. Je suis juste là pour raconter, pour faire un reportage. Après, les gens s'emparent du sujet ou pas. Les gens lisent le livre ou pas. Mais ça serait quand même assez idéaliste de se dire qu'un livre va tout changer. C'est un reportage, un témoignage de plus dans la dénonciation des conditions de travail dégradées pour les policiers. C'est un reportage de plus pour dénoncer les violences policières qui peuvent arriver. Voilà, c'est tout. Penser plus que ça, ce serait être un peu naïf, je pense. Votre témoignage, comme j'ai précisé, il dénonce pas seulement les violences policières, mais également les conditions de travail des policiers, telles que des locaux mal entretenus, des voitures qui ne fonctionnent pas bien, un salaire mensuel net de 1 340 € à Paris, si pour les contractuels. Pour les contractuels. Il y a aussi l'hostilité de la population, le manque d'effectifs, une formation low cost, entre guillemets. Est-ce que ça explique cette part de violence chez les policiers, enfin chez certains policiers ? En fait, c'est plus large que ça, je crois. Comme je disais tout à l'heure, quand vous êtes policier, c'est l'anxiogène qui domine tout le temps. Vous charriez énormément de misère humaine, de misère sociale. Donc forcément, vous baignez dans la violence permanente.
Et ça, tous les policiers sont concernés. Tous les policiers sont concernés par les conditions de travail dégradées. Vous l'avez rappelé, les voitures qui tombent en panne quand vous êtes en patrouille, les néons qui sont pas changés depuis 3 semaines, les toilettes qui sont pas débouchées depuis 2, enfin, ce genre de choses. Le matériel que vous devez acheter avec votre propre argent parce que celui qu'on vous a fourni ou que l'administration vous a donné n'est pas de bonne qualité, donc rapidement vous changez de matériel. Tous ces éléments-là, tous les policiers sont concernés. En revanche, sur les faits de violence, de racisme, moi, pour rester sur la brigade, la J3 du 19e arrondissement de Paris, sur les 32 policiers, il y en a 5-6 qui avaient ces comportements-là. Les autres, s'ils baignent dans la violence, ne sont pas violents pour autant. Ce qu'il faut, c'est faire le ménage en fait dans les rangs policiers. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est compliqué quand même. Faire le ménage, ça veut dire la récré est finie, les gars. Ceux qui font n'importe quoi, vous êtes sanctionnés, condamnés, voire même révoqués de la police. Point. La récré est finie. En faisant ça, c'est pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de l'institution police, c'est simplement dire ça, c'est pas tolérable. Ces éléments-là, vous êtes violent de manière illégitime, vous sautez. Voilà. Et en faisant ça, vous rétablissez une police respectable et respectée. Bon, en tout cas, c'est le début. Vous racontez aussi le suicide de l'un de vos collègues. On sait que la police, c'est l'un des corps de métier dans lequel le taux de suicide est très élevé. Vous qui avez été au cœur de la police, par quoi vous expliquez ça ? Alors c'est le deuxième métier de France où il y a le plus de suicides derrière les agriculteurs, policiers. Et ça fait très très longtemps que ça dure. Et on en voit encore en ce moment, malheureusement, il y a eu 10 suicides de policiers en une semaine. Voilà, ça montre bien que la question n'est absolument pas réglée. Et que la rupture entre la hiérarchie policière et les policiers de terrain est consommée, puisque par exemple, quand moi j'étais policier, on nous avait dit pour les suicides, il faut organiser des rendez-vous barbecue. Voilà, pour favoriser la solidarité entre les policiers, etc. Évidemment, ça règle pas, et ça règle rien. Et évidemment, les policiers avec qui je travaillais ont ri jaune quand ils ont entendu ça. Les solutions, c'est compliqué à trouver, mais comme vous êtes dans un métier violent, vous avez des choses qui peuvent être traumatiques pour tous les policiers. Vous allez, par exemple, dans l'appartement de quelqu'un qui est mort, ou quelqu'un qui, des fois, est mort depuis longtemps, des fois qui s'est pendu. Vous voyez, ce sont des choses qui sont marquantes. Quand vous êtes dans la rue et que vous avez un accident de la route et à l'intérieur des gens qui sont salement amochés, c'est aussi traumatique. On est dans un environnement viril, on ne va pas montrer qu'on peut être un peu faible, parce que sinon on va montrer à ses collègues qu'on n'est pas digne de porter l'uniforme. Donc on va se cacher, on va se montrer fort, même si on ne l'est pas, même s'il y a des moments où on vacille. Donc ça, c'est une première donnée. On ne parle pas de ce qui est traumatique dans la police. Il n'y a pas de suivi psychologique, par exemple, ou pas assez. Et on ne va surtout pas montrer à ses collègues qu'on va voir le psychologue du commissariat. Parce que là, vous montrez encore une fois que vous n'êtes pas digne de porter l'uniforme. Ensuite, les problèmes avec la hiérarchie, les problèmes d'affectation. Ça fait... vous avez, je crois que c'est 90% des premiers postes qui sont à Paris en Ile-de-France, sauf que bien souvent, les policiers ne sont pas de Paris ou d'Ile-de-France. Ils sont déracinés de leur famille, de leur milieu social d'origine, de leurs amis, etc. Donc tous ces éléments-là, mis les uns bout à bout, font que vous pouvez arriver à des policiers qui en viennent à commettre l'irréparable. Voilà. Alors comment on fait ? C'est compliqué, évidemment. Mais comment on fait, par exemple, en incitant les franciliens à devenir policiers à Paris en Ile-de-France, par exemple. Et en plus, ils auront une meilleure connaissance du terrain que si vous êtes, comme moi, un petit provincial qui vient d'un petit bled en Bretagne. Ce sont des choses qui sont importantes. En 2018, pendant votre infiltration, les candidats qui étaient reçus au concours de police avaient comme note moyenne 12,5. Et aujourd'hui, c'est 7,5 la moyenne. Oui. Certains expliquent que cela a été fait dans le but de tenir la promesse électorale d'Emmanuel Macron. Ouais. Et de François Hollande avant. Exactement, qui s'était engagé à augmenter les effectifs. Donc finalement, la formation low cost dont vous parliez de 3 mois, que vous avez suivie, elle s'est empirée. Et donc, est-ce que accepter des notes beaucoup plus faibles pour avoir plus d'effectifs, c'est la solution ? Non, c'est absolument pas la solution, évidemment. Il faut réussir à rendre incitatif ce métier. Aujourd'hui, la police, elle a des problèmes de recrutement et elle recrute qui elle peut. Donc forcément, vous pouvez avoir, la moyenne est combien, 7 et quelques. Ouais. Vous pouvez avoir 6 à... Je sais que ça arrivait, il y avait des gens que j'avais croisés qui avaient eu 6 à leur concours, à une épreuve du concours de gardien de la paix. Ils sont quand même devenus gardiens de la paix. 6, moi, quand j'étais au collège ou au lycée, c'était quand même un peu une gamelle. Hein. Donc, normalement, c'est pas acquis, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est possible. Et simplement parce que, oui, on est dans un truc il faut rassurer la mémé. Donc, pour rassurer la mémé, on va mettre du bleu. Mais on s'en fout de qui est le bleu.
Ça peut être un dangereux, un fou, un psychopathe, ou ça peut être un bon policier. Et on s'en fiche en fait. On est juste dans une logique comptable. Macron a dit on va créer 10 000 postes de policiers et de gendarmes. Ok. Mais qui on met? Comment on les forme ces gens? Je sais pas. Les années Sarkozy par exemple, donc il y a eu énormément de... c'était extrêmement difficile pour les policiers de devenir policiers, mais je peux vous assurer que les policiers qui ont réussi à avoir le concours sous les années Sarkozy sont aujourd'hui des bons policiers. Parce que c'était très select, quoi. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans un truc select. On est dans... on remplit. C'est tout. Donc du coup, ça le problème. C'est un problème, parmi tant d'autres. Mais le recrutement des policiers, moi j'ai vu des gens, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est pas possible. C'est absolument pas possible. Des gens qui pensaient qu'il y a une chose, c'était à se mettre sur la gueule. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça? Quand vous êtes policier, vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour rendre justice vous-même. La formation de 3 mois, évidemment, est insuffisante. Et la formation de 8 mois, elle l'est aussi. Surtout quand vous avez des éléments aussi faibles. Anne Hidalgo propose de créer des unités spécialisées dans les violences conjugales. Vous pensez que c'est nécessaire d'avoir une police qui est spécialisée dans ce domaine-là? Oui, sans doute, sans doute. En revanche, il y a une donnée qui est importante, c'est que le sujet violence conjugale n'intéresse pas les policiers avec qui je travaille. Si ça les intéresse, c'est pour choper le gars. Moi, je dis le gars parce que dans la majorité des cas, ce sont des hommes qui vont commettre les violences conjugales. Ils sont là, les policiers avec qui je bossais, ils sont là pour choper le gars. Mais la victime, s'en foutent. Et en école, ils sont pas assez formés. Sur la formation, il y a 10-15 ans de retard sur cette question-là. Alors moi, je l'ai vu, mais le premier jour où je vois ce policier-là, gardien de la paix, qui va shooter, c'est-à-dire va dégager la demande de cette dame qui veut déposer plainte, ça montre bien le degré d'impréparation et le degré d'inintérêt pour la question des violences conjugales. Donc en fait, il faut d'abord passer par la formation avant de mettre des unités spéciales, etc. Il faut que les policiers se rendent compte que c'est une donnée qui est extrêmement importante. Vous savez, quelqu'un qui vient déposer plainte au commissariat pour une violence conjugale, il peut prendre la plainte, elle peut être prise tout de suite. Il n'y a pas besoin d'être dans une unité, etc. Vous êtes pris en charge par ce qu'on appelle un plaintier, donc la personne qui prend les plaintes, point. Et ensuite, il y a une enquête qui est faite. Est-ce qu'il y a besoin de faire des unités pour ça? Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Je me suis pas posé la question, très honnêtement. Mais là aussi, c'est une promesse électorale. Si vous aviez le pouvoir de faire changer les choses, quelles seraient les solutions qui permettraient d'améliorer la situation sur le long terme? Il faut rendre incitatif le métier. Il faut améliorer la formation et notamment la rendre plus longue, avec plus de stages sur le terrain. Il faut améliorer le taux d'encadrement. Il faut rendre indépendants les GPN. Il faut virer ou sanctionner au moins les policiers qui posent problème. Voilà. Bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Et récemment, le film Bac Nord est sorti, ouais. Qui est inspiré de faits réels d'un scandale en 2012 où 18 membres de la brigade anticriminalité de Marseille avaient été déférés en correctionnel pour trafic de stupéfiants et raquettes. Il y a eu énormément de critiques sur ce film. Certains trouvent que ça renforce les clichés des cités. D'autres trouvent que c'est un très bon exemple qui montre la réalité d'aujourd'hui. Quel est votre avis là-dessus? Bon, déjà, ça se passe dans les quartiers nord de Marseille. C'est pas des quartiers que je connais puisque j'ai jamais exercé en tant que policier. Ce que j'en pense, c'est d'un côté la vision caricaturale du film sur les quartiers, sur les gens qui vivent dans les quartiers. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une scène où vous avez un policier qui se retranche dans l'appartement de quelqu'un, donc d'une femme avec son gamin. Le gamin, il a, je sais pas, 10 ans, 12 ans, et il met un coup de couteau au flic. Bon, c'est un peu caricatural. On a l'impression dans ce film que tous les gens qui vivent dans les quartiers nord sont des vendeurs de shit. Tous. Bon. Ça me questionne quand même, sérieusement. Je me dis, bon les gars, un peu de nuance, voilà. C'est caricatural à mon sens. Là où c'est bien vu, c'est la prestation de Lelouch, par exemple, qui joue vraiment très très bien le flic. François Civil joue très bien le flic aussi. C'est totalement crédible, à mon sens. Des baqueux qui vont avoir le parler de policiers, qui vont avoir des conditions de travail de policiers. La hiérarchie qui lâche à un moment, ça, ce sont des choses qui arrivent aussi. Voilà. Donc ça, c'est pas un mauvais film. Enfin, si, pour moi, c'est un mauvais film sur le côté caricatural de Quartier Nord. C'est un mauvais film parce que inspiré de faits réels, mais alors, excusez-moi, pour un truc comme ça,
ce qui est dans le film, les flics n'iraient pas en prison pour ça. On a pris une toute petite affaire, un tout petit bout plutôt de l'affaire de la BAC Nord de Marseille pour en faire un film. Ok, bon, mais c'est pas assez étayé sur le pourquoi ils vont en prison. Mais sur le jeu d'acteur, on est bon. Voilà, c'est crédible pour ça.